Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ah, vous l'avez entendu cette rengaine, hein? Vous n'avez pas manqué d'apporter votre contribution au persiflage. Non, sans blague, Socrate est mortel. Un demi-siècle après la mort de Socrate, ne prenez pas beaucoup de risques, Aristote. Et sauf que ce raisonnement ne se trouve nulle part dans l'œuvre d'Aristote. Il lui a été attribué bien après, tout comme le terme organon, qui signifie instrument. C'est le titre collectif qui a été donné à l'ensemble des traités de logique d'Aristote, un demi-millénaire plus tard. Euh, Tant que nous y sommes, Aristote n'a jamais parlé de logique, il préférait dire analyse. Bref, mon objectif dans cette histoire est d'évoquer ce qu'Aristote a véritablement écrit, en oubliant les multiples réécritures et interprétations qui ont suivi. Le cas est unique dans l'histoire de la pensée. Rendez-vous compte, un domaine scientifique entier, la logique, est né pratiquement achevé sous la plume d'un seul homme. Plus impressionnante encore, pendant les 2 millénaires qui ont suivi, beaucoup l'ont étudié, mais personne n'a rien trouvé à y ajouter. Écoutez Emmanuel Kant, c'est le grand philosophe allemand du siècle des Lumières. Que la logique ait suivi ce chemin déjà depuis les temps les plus anciens, le fait que, depuis Aristote, elle n'a été obligée de faire aucun pas en arrière, suffit à le montrer. Ce qu'il faut encore admirer en elle, c'est que jusqu'à présent, elle n'a pu faire non plus aucun pas en avant, et que par conséquent, selon toute apparence, elle semble close et achevée. Dans toute l'œuvre gigantesque d'Aristote, il n'y a qu'un seul passage où il parle de lui-même. Et ce passage, c'est précisément la conclusion de ses travaux de logique. Le voici. Ainsi donc, pour la rhétorique, il y avait des travaux nombreux et anciens. Pour la science du raisonnement, au contraire, nous n'avions absolument rien d'antérieur à citer. Mais nos pénibles recherches nous ont coûté bien du temps et bien des peines. Si donc il vous paraît, après avoir examiné nos travaux, que cette science dénuée de tous antécédents analogues n'est pas trop inférieure aux autres sciences qu'ont accru de successifs labeurs, il ne vous restera plus à vous tous, c'est-à-dire à tous ceux qui ont suivi ces leçons, qu'à montrer de l'indulgence pour les lacunes de cet ouvrage et de la reconnaissance pour toutes les découvertes qui y ont été faites. Ah, il pouvait être fier de son exploit. Les ouvrages qui constituent son œuvre de logique représentent un impressionnant tour de force, bien supérieur à la caricature qu'en ont donné certains. C'était la moindre des choses que de lui élever une statue. Pour autant, il ne prétendait pas avoir inventé la démonstration mathématique. Les Mésopotamiens, avant les Grecs, savaient en faire de très rigoureuses. Ce n'est pas lui non plus qui a développé la rhétorique, l'art du discours. Les sophistes, dont nous connaissons surtout les médisances que Platon et Aristote lui-même nous ont léguées, étaient déjà de redoutables débatteurs. Qu'est-ce que Aristote a fait et de quoi se compose donc cet organon, cet instrument de la pensée? Il contient 6 ouvrages, trop volumineux pour les parcourir en entier ici. Les catégories sont une ébauche de classification du langage, correspondant pour nous aux différentes sortes de propositions. Leurs théories, les négations, le principe du tiers exclu sont traités dans l'interprétation ou herménéia. Les syllogismes proprement dits sont définis dans les premiers analytiques. Et c'est la partie difficile. Aristote en distingue 3 types ou figures. Dans chaque type, on compte 16 variantes, dont une partie seulement produisent du sens.
Nous ne rentrerons pas dans les détails. L'usage des syllogismes pour les démonstrations fait l'objet des seconds analytiques. Vient ensuite un traité sur les raisonnements dialectiques, ceux qui sont employés dans le débat courant, ceux où les propositions peuvent n'être plus seulement vraies ou fausses, mais partiellement vraies ou presque fausses. Le dernier traité, les réfutations des sophistes, est l'occasion de préciser à nouveau quelles sont les formes de démonstration utiles. Il est temps de vous lire quelques extraits. L'introduction des premiers analytiques nous décrit l'objectif. D'abord, nous dirons le sujet et le but de cette étude. Le sujet, c'est la démonstration, le but, c'est la science de la démonstration. Puis nous définirons les mots suivants, proposition, terme, syllogisme, et nous montrerons ce qu'est un syllogisme complet et un syllogisme incomplet. Ceci une fois posé, disons avec quels éléments, dans quel cas et sous quelle forme se produit tout syllogisme. Ce n'est que plus tard qu'il faut parler de la démonstration. Auparavant, on doit traiter du syllogisme, parce que le syllogisme est plus général que la démonstration, qui n'est qu'une sorte de syllogisme, tandis que tout syllogisme n'est pas une démonstration. Pour vous convaincre qu'il s'agit bien de notre logique, même si le vocabulaire est quelque peu déroutant, voici une des formulations du tiers exclu. Je dis que l'affirmation est contradictoirement opposée à la négation, quand la première indique que la chose est universelle et que la seconde exprime que cette même chose ne l'est pas. Par exemple, tout homme est blanc, quelque homme n'est pas blanc, aucun homme n'est blanc, tel homme est blanc. Pour toutes les contradictions universelles de choses universelles, il faut nécessairement que l'une des deux soit vraie ou fausse. Et il n'est pas difficile de traduire tout par quel que soit et quelque ou tel par il existe. En dehors de ces cas binaires, Aristote définit les propositions modales, qui nous sont moins familières. Elles ont été supplantées depuis par la théorie des probabilités. Il est possible que ce soit, il est contingent que ce soit, etc. Possible, nécessaire, contingent et leur négation, mieux vaut nous en tenir à la logique binaire. C'est déjà assez compliqué comme cela. Voici la définition du syllogisme qui, étymologiquement, signifie discours avec. Le syllogisme est une énonciation dans laquelle certaines propositions étant posées, on en conclut nécessairement quelque autre proposition différente de celle-là, par cela seul que celles-là sont posées. J'appelle syllogisme complet celui où il n'est besoin d'aucune autre donnée que les données préalablement admises pour que la proposition nécessaire apparaisse dans toute son évidence. Voici le tout premier exemple. Si A est attribué à tout B et que B soit attribué à tout C, il est nécessaire que A soit attribué à tout C. De même, si A n'est attribué à aucun B et que B soit attribué à tout C, A ne sera attribué à aucun C. Cela n'a l'air de rien, mais remplacer les exemples, les mots, les concepts par des lettres, c'est une révolution. Souvenez-vous, on a résolu des équations sans aucun formalisme algébrique, depuis les Mésopotamiens jusqu'à Viette, à la fin du XVIe siècle. Et l'innovation de Viette a encore mis 2 siècles à passer dans les mœurs. Songez que 20 siècles avant Viette, Aristote définissait un calcul logique littéral. Et il est vrai que les géomètres grecs avaient l'habitude de repérer des points et des segments par des lettres.
Il est vrai aussi que ces lettres notaient des objets génériques. Mais il n'était pas question avant Aristote de les combiner formellement. Regardez cet exemple. A ne sera encore à aucun E, car B sera à tout A et ne sera à aucun E, etc. C'est totalement illisible, parfaitement antipédagogique. Et pourtant, Aristote était bien un enseignant, et pas n'importe lequel, le fondateur du lycée, le précepteur d'Alexandre le Grand. Il était parfaitement conscient de la nécessité des exemples. Mais s'il n'en donne pas ici, c'est précisément parce qu'il tient à ce que l'on constate l'universalité de ses raisonnements. Il veut entraîner son lecteur à les vérifier en choisissant lui-même par quoi remplacer les symboles littéraux. Aristote donne tout de même, de loin en loin, des triplés d'instanciation, comme que les termes pour l'affirmative universelle soient animal, homme, cheval, et pour la négative universelle, animal, homme, pierre. Que les termes de l'affirmation soient science, ligne, médecine. De la négation, science, ligne, unité. Au lecteur de remplacer A par animal, B par homme et C par cheval, et de vérifier le syllogisme qui a été produit. Vous comprenez bien que remplacer A par mortel, B par homme et C par Socrate n'était pas véritablement ce qui motivait Aristote. D'autant que les exemples effectifs de démonstration qu'il donne dans les seconds analytiques sont autrement plus profonds. Par exemple, on démontre que les planètes sont proches de la Terre parce qu'elles ne scintillent pas. Soit C les planètes, B ne pas scintiller, A être proche. Il est vrai de dire B de C, car les planètes ne scintillent pas, mais il est vrai aussi de dire A de B, car lorsqu'un corps ne scintille pas, c'est qu'il est proche. On en conclut nécessairement que A est à C, et de cette façon, il a été démontré que les planètes sont proches. Mais sous cette forme, le syllogisme ne dit pas pourquoi la chose est, car les planètes ne sont pas proches de la Terre parce qu'elles ne scintillent pas, mais au contraire, elles ne scintillent pas parce qu'elles sont proches. Soit par exemple, C les planètes, B être proche, A ne pas scintiller. B est bien aussi à C et A ne pas scintiller est également à B. D'où on conclut que A est aussi à C. Et ce syllogisme donne le pourquoi de la chose, parce qu'on est remonté jusqu'à la cause primitive. Vous voulez un autre exemple? Soit le phénomène de perdre ses feuilles, représenté par A, avoir des feuilles larges, représentées par B, et la vigne par C. Si A est à B, attendu que tout arbre à feuilles larges perd ses feuilles, et si B est à C, attendu que toute vigne a des feuilles larges. On en conclut que A est à C, c'est-à-dire que toute vigne perd ses feuilles. Et la cause est ici B, qui est le terme moyen. Réciproquement, on peut démontrer que la vigne a des feuilles larges par ce moyen terme perdre ses feuilles. Un conseil, parcourez au moins quelques pages de ce chef-d'œuvre et pensez qu'il a été écrit environ un siècle avant les éléments d'Euclide. Ah ben tiens, puisqu'on en parle, vous le savez, et je vous le répète assez souvent, ce sont les éléments d'Euclide qui ont fixé les standards et la pédagogie des mathématiques pour de nombreux siècles. Et je vous ai eu montré également que certaines démonstrations d'Euclide, même rigoureuses, étaient inutilement alambiquées, et en particulier qu'elles faisaient un usage immodéré de l'absurde. Voici ce qu'Aristote avait à dire des démonstrations par l'absurde. La démonstration par l'absurde diffère de l'ostensive en ce qu'elle pose la proposition qu'elle veut détruire
en conduisant à une absurdité reconnue. Toute conclusion ostensive peut être aussi démontrée par l'absurde, et toute conclusion par l'absurde peut être démontrée ostensivement, et par les mêmes termes. Par cela même que la démonstration affirmative est au-dessus de la négative, il est évident qu'elle est supérieure aussi à celle qui conduit à l'absurde. Vous vous souvenez d'Omar Khayyam, ce poète persan mal embouché qui a écrit des quatrains magnifiques et très osés sur le vin et l'amour? Écoutez-le s'énerver contre les successeurs d'Euclide. Quant à ceux qui ont voulu commenter les éléments d'Euclide, ils auraient dû démontrer des choses semblables à ces propositions. Là, il parle du cinquième postulat. Et les examiner et les étudier. Non pas ramener la démonstration directe à la démonstration par l'absurde et l'absurde à la directe. Car quelqu'un qui connaît réellement la démonstration d'une chose s'en contentera, fût-elle directe ou par l'absurde. Et quel sens y a-t-il donc à ramener la directe à l'absurde et à laisser des choses semblables à cela sans démonstration? Revenons à Aristote. Je vous ai déjà montré dans son œuvre des obscurités, voire même des erreurs manifestes, par exemple sur l'existence du vide, l'infini, le mouvement, la chute des corps. Je vous propose de l'écouter en train de raisonner. Anaxagore prétend que l'homme est le plus intelligent des êtres parce qu'il a des mains. Mais la raison nous dit, tout au contraire, que l'homme n'a des mains que parce qu'il est si intelligent. Les mains, en effet, sont un instrument, et la nature sait toujours, comme le ferait un homme sage, attribuer les choses à qui est capable de s'en servir. C'est en effet le plus intelligent des êtres qui pouvait bien se servir du plus grand nombre d'instruments. Or, la main n'est pas un instrument unique, elle est plusieurs instruments à la fois. Elle est, on peut dire, un instrument qui remplace tous les instruments. Voyez ici à l'œuvre son concept d'instrument. Si les successeurs d'Aristote ont donné à sa théorie logique ce même nom, c'est qu'ils savaient la dénomination adaptée à la pensée du maître. En voici un autre exemple. Ce que sont la nature et la fonction de l'esclave, il est donc clair à partir de ce qui précède. Car celui qui par nature ne s'appartient pas, mais qui est l'homme d'un autre, celui-là est esclave par nature, et est l'homme d'un autre, celui qui, tout en étant un homme, est un bien acquis. Et un bien acquis, c'est un instrument en vue de l'action et séparé de celui qui s'en sert. Il a vraiment écrit cela? Eh oui. Il consacre à l'esclavage un chapitre entier du livre 1 de sa politique. Mais au moins, on peut dire que l'esclavage est tellement ancré dans les mœurs du temps qu'il ne se pose pas la question de sa légitimité. Eh bien, malheureusement, si, il se la pose. À la suite de ces analyses, il faut examiner s'il existe ou non quelqu'un qui soit ainsi par nature, s'il est meilleur et juste pour quelqu'un d'être esclave, ou si cela ne l'est pas, tout esclavage étant contre nature. Ah, tout de même. Et que répond-il à votre avis? Quand on est inférieur à ses semblables, autant que le corps l'est à l'âme, la brute à l'homme, et c'est la condition de tous ceux chez qui l'emploi des forces corporelles est le seul et le meilleur parti à tirer de leur être, on est esclave par nature. Il est évident que les uns sont naturellement libres et les autres naturellement esclaves, et que, pour ces derniers, l'esclavage est utile, autant qu'il est juste. Mais en bon dialecticien, Aristote sait exposer le raisonnement de l'adversaire. Du reste, on irait difficilement que l'opinion contraire renferme aussi quelques vérités.
L'idée d'esclavage et d'esclave peut s'entendre de deux façons. On peut être réduit en esclavage et y demeurer par la loi, cette loi étant une convention par laquelle celui qui est vaincu à la guerre se reconnaît la propriété du vainqueur. Mais bien des légistes accusent ce droit d'illégalité, comme on en accuse souvent les orateurs politiques, parce qu'il est horrible, selon eux, que le plus fort, par cela seul qu'il peut employer la violence, fasse de sa victime son sujet et son esclave. Et il se trouve que, justement, cette loi du plus fort que certains légistes accusent d'illégalité, Aristote l'a connue à Stagir, sa ville natale. Philippe II de Macédoine l'avait conquise, puis, selon la coutume du temps, il avait réduit ses habitants en esclavage. Quelque temps plus tard, il avait eu besoin d'Aristote pour l'éducation de son fils Alexandre. La suite, Plutarque vous la raconte. Il appela auprès de lui Aristote, le plus savant et le plus célèbre des philosophes de son temps, et lui donna, pour prix de cette éducation, la récompense la plus flatteuse et la plus honorable. Il rétablit la ville de Stagir, patrie de ce philosophe, qu'il avait lui-même ruinée, et la repeupla en y rappelant ses habitants qui s'étaient enfuis ou qui avaient été réduits en esclavage. Cet épisode permet d'éclairer un passage un peu mystérieux des seconds analytiques. Aristote dit: c'est tout à fait comme ce mot d'Anacharsis qui disait qu'il n'y a pas de joueuse de flûte parmi les Scythes parce qu'il n'y a pas de vigne en Scythie. Il s'agissait de dénoncer les causalités trop distantes. Il manque des intermédiaires dans le raisonnement. Là où il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de vin. Là où on ne s'enivre pas, il n'y a pas de banquet. Et là où il n'y a pas de banquet, il n'y a pas de joueuse de flûte. Il aurait pu préciser aussi que son patron, Philippe II, avait en 359 lancé une expédition contre les Scythes. À cause de la pauvreté de la région, le pillage n'avait pas rapporté les richesses attendues. Alors Philippe II avait vendu comme esclaves 20 000 Scythes, femmes et enfants compris. La dialectique voudrait que l'on envisage deux possibilités. Soit les Scythes n'avaient plus vraiment le cœur au banquet, soit parmi les esclaves, beaucoup de femmes n'avaient pas d'autre choix que de jouer de la flûte au banquet des Grecs, et plus si affinité. Ce qui nous fournit le prétexte d'une bonne farce bien graveleuse, signée Aristophane. Elle est extraite de sa pièce Les Guêpes, écrite en 422, exactement un siècle avant la mort d'Aristote. Le héros est un vieillard, Philocléon, qui a particulièrement mauvais caractère. Pour l'arranger, son fils l'amène à un festin et le fait boire. Mauvaise idée. Philocléon se déchaîne. Il danse, il saute, il pète, il se moque comme un baudet repu d'orge grillée et se met à battre son serviteur. Pour couronner le tout, il enlève la joueuse de flûte qui agrémentait le banquet. Monte ici, mon petit hanneton d'or, et prends dans la main la corde que voici. Tiens bien, mais prends garde, car elle est en mauvais état, la corde. Cependant, je t'assure qu'une friction ne lui est pas désagréable. Tu vois avec quelle adresse je t'ai soustraite aux autres convives, au moment où on allait te faire la débauche. En retour, montre-toi complaisante pour le machin que voici. Bon, il vaut mieux que j'arrête, parce que sinon, quelque chose me dit que vous allez finir par préférer Aristophane à Aristote.